Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le long séjour de repos, comment tu l'as géré? À gérer les affaires courantes. Donc tu gères les affaires. Voilà, gérer les affaires courantes en tout cas. Mais ça a été un bon moment de repos. Et puis, surtout les 2 derniers jours étaient vraiment un moment d'interrogation par rapport au référendum qui s'est déroulé samedi. Et qui tu as voté à Libreville? Non, je n'ai pas pu voter parce que j'ai pas pu te déplacer. Non, j'ai pas pu me déplacer et j'ai pas eu le temps de changer de lieu de vote, quoi. Ça, c'est de l'indiscipline citoyenne? Non, c'était pas de l'indiscipline. Et puis, je savais pertinemment que, vu comment la campagne s'est passée, il y avait de très fortes chances que le oui allait l'emporter. Et moi, je suis un partisan du oui. Donc, pour moi, c'est... Non, il fallait mettre ton oui à toi. Tu ne comptes pas sur les autres pour faire ton oui. Je suis d'accord. Mais pour des raisons pratiques, je n'ai pas pu me tu connais le podcast qui s'appelle Légende? Oui. Avec Guillaume Play. Oui. Tu as regardé l'épisode avec Sarkozy? Non, mais on m'en a parlé. On m'en a parlé. C'est une masterclass, surtout pour toi qui aimes la politique internationale. J'ai vu un extrait, effectivement, c'est très intéressant. Je constate c'est une masterclass. Je constate que Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Élysée, il a vraiment une liberté de ton et de langage. Il est moins dans la langue de bois, il est beaucoup plus dans dans la langue de bois. Il a envoyé une mauvaise balle perdue à François Hollande. Donc, c'est quelqu'un qui a des analyses de plus en plus pertinentes. Et je crois que je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. L'actualité internationale nous emmène où? On va au Brésil, où commence aujourd'hui le sommet du G20. Alors, il faut savoir que le sommet du G20, c'est un sommet informel qui rassemble 19 pays les plus riches de la planète avec l'Union européenne et l'Union africaine. C'est pour ça d'abord, normalement, c'est le G21. Mais on a dit G20 parce que c'est des 19 pays plus l'Union européenne. Après, on a estimé que l'Afrique n'était pas suffisamment représentée par l'Afrique du Sud. Et donc, on a ajouté l'Union africaine qui fait partie également des délégations présentes au Brésil pour cette rencontre. Alors, c'est une rencontre. Est-ce qu'elle est importante? Dans le fond, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment charnière où il y a de gros changements qui sont en train de se faire sur le plan géopolitique. Il faut savoir, par exemple, que cette conférence, ce sommet du G20, d'abord, c'est le dernier sommet international de Joe Biden avant de quitter définitivement la Maison-Blanche. Ça, c'est la première chose. Et donc, de ce fait, puisque Joe Biden ne sera pas le prochain président des États-Unis, sa voix, il ne viendra pas véritablement apporter de grandes ambitions pour les États-Unis. Et il y a aussi l'ombre de Donald Trump qui plane. Surtout qui plane par rapport aux enjeux du moment. Il y a 3 principaux enjeux qui intéressent particulièrement les observateurs au cours de ce sommet du G20. Il y a la première, c'est la question climatique, la question du climat, dont la première semaine des discussions vient de s'achever à Bakou en Azerbaïdjan. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque je l'avais dit ici, cette COP 29 de Bakou a pour ambition de mettre en place des mécanismes de financement sur la transition écologique et sur la lutte sur la transition écologique et sur comment financer l'adaptation écologique, comment aider aux pays qui sont les plus frappés par les changements climatiques à y faire face. Or, pour le moment, la question du financement bloque un peu, puisque les pays du Sud réclament 1300 milliards de dollars par an, chose que les pays riches disent ne pas être en capacité de pouvoir mobiliser. Bref, on attend encore la deuxième semaine, d'autant plus que cette COP 29 de Bakou se fait dans un contexte, comme je l'ai dit, géopolitique, où on a un climato-sceptique qui va arriver, Donald Trump aux États-Unis et qui était déjà sorti des accords de Paris en 2017. Donc, il semblerait, et c'est vers cela que l'on s'acheminerait, que les États-Unis devraient, une fois de plus, quitter les accords de Paris et donc certainement encore faire peser une espèce de chape de plomb sur ces discussions-là. Et puis le deuxième enjeu, ce sont les guerres en cours. Il y a plusieurs théâtres de conflit, mais il y a 2 particulièrement qui concentrent l'attention de la communauté internationale, même si cela
de mon point de vue, ne se justifie pas, puisque par exemple, on a sur le continent africain 2 conflits majeurs qui durent. Il y a le conflit en République démocratique du Congo, dans la zone du Kivu, qui dure plus de 20 ans, presque 30 ans, et pour laquelle on n'a jamais pu trouver de véritable solution, mettre un terme à la violence, faire appliquer un cessez-le-feu et amener une véritable paix durable dans cette région-là. La deuxième zone de conflit qui est assez inquiétante et dont la situation ne fait que se dégrader de plus en plus, c'est le conflit au Soudan. Malheureusement, ces 2 conflits-là n'intéressent pas véritablement les pays du G20 au Brésil. Ils ont les regards tournés plutôt vers le conflit au Proche-Orient avec Israël, la bande de Gaza et le Liban, et en Ukraine, en Europe notamment, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, ces 2 conflits-là, malheureusement, je ne pense pas que on puisse véritablement voir de grandes avancées là-bas pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'un des principaux protagonistes, pour ce qui concerne le conflit en Ukraine, les 2 principaux protagonistes de cette guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, ne sont pas présents à ce sommet du G20. Et deuxièmement, c'est que on a des États-Unis où on a un Joe Biden qui est partant, Joe Biden qui a toujours soutenu de manière indéfectible le gouvernement de Kiev, de Volodymyr Zelensky, mais ce ne sera pas certainement le cas avec l'arrivée de Donald Trump qui a lui dit qu'il avait l'intention de mettre un terme à ce conflit une fois qu'il arriverait à la Maison-Blanche. Comment est-ce qu'il devrait le faire? Et c'est la raison pour laquelle déjà il commence à avoir des cartes qui commencent un peu à être... les choses commencent un peu à bouger, notamment chez le 2e plus gros soutien de l'Ukraine. Dans le camp occidental, c'est l'Allemagne. Il faut savoir que la coalition qui permettait à Olaf Scholz de diriger le gouvernement allemand a éclaté, puisque une partie de cette coalition a décidé de retirer son soutien à Olaf Scholz. Ce dernier n'a d'autre solution que de convoquer des élections législatives anticipées. Elles se tiendront en janvier prochain. Mais entre-temps, il y aura un vote de confiance qui devra se tenir au mois de décembre. Il est peu probable qu'il puisse obtenir un soutien de la part de la Bundesliga, et le Bundestag, le Parlement allemand. Et donc, par conséquent, il est très probable que en janvier prochain, il y ait des élections législatives anticipées. Et au regard de la percée, notamment de l'extrême droite nationaliste et de la gauche radicale dans les sondages dans la plupart des Länder, donc des régions allemandes, et il faut savoir que la gauche radicale et surtout les partis de la droite nationaliste, dont l'AfD, sont particulièrement vent debout contre la guerre en Ukraine, qu'ils expliquent comme étant la principale cause de la dégradation des indicateurs macroéconomiques allemands. L'Allemagne, pour la première fois depuis au moins une 50aine ou une 60aine d'années, est entrée en récession. Le prix de l'énergie a plus que quintuplé, parce que l'Allemagne, qui avait bâti son économie sur une énergie très moins chère, notamment du gaz fourni par la Russie, n'importe plus de gaz russe. Il est obligé d'acheter du gaz américain qui coûte 4 fois plus cher, et donc tout ça pèse sur le modèle économique allemand. Et les perspectives ne s'annoncent pas particulièrement positives, puisqu'avec l'arrivée de Donald Trump prochaine à la Maison-Blanche, il va y avoir une augmentation des droits de douane, donc ça va une fois de plus frapper les exportations allemandes, dont le marché américain constitue le principal port d'exportation. Donc tout ça fait que avec l'arrivée prochaine de Donald Trump, les situations économiques de l'Allemagne risquent de se dégrader. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il va convoquer des élections anticipées qu'il n'est pas sûr de l'emporter, en dépit du fait que lui-même voudrait briguer un deuxième mandat, mais même au sein de son propre camp, certains souhaiteraient qu'il passe la main à l'actuel ministre de la Défense, M. Pistorius, afin que celui-ci puisse conduire notamment le SPD, le parti de Olaf Scholz, lors de ces prochaines élections. Donc, on a en Allemagne cette question-là, et c'est la raison aussi pour laquelle Olaf Scholz, vendredi dernier, a passé un coup de fil à Vladimir Poutine pour lui parler justement de l'Ukraine, lui demander de retirer ses troupes et d'entamer immédiatement des négociations de paix. Chose que Vladimir Poutine a tout simplement balayé de côté. Donc, on voit qu'en Ukraine, les choses commencent à bouger en réalité, parce qu'il y a un grand changement
prochain, notamment avec l'arrivée de Donald Trump, même si les autres alliés de l'Ukraine, notamment les alliés européens, n'ont cessé de réitérer leur volonté de continuer à soutenir l'Ukraine afin que celle-ci puisse continuer la guerre pour se retrouver dans une position de force avant probablement d'entamer des négociations. Mais qu'est-ce qu'on entend par position de force? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, on voit bien que le deuxième conflit qui va attirer l'attention des participants à ce sommet du G20, c'est le conflit, comme je l'ai dit, au Proche-Orient. Israël mène déjà une guerre depuis plus d'1 an contre la bande de Gaza, et elle a entamé depuis 3 mois déjà un deuxième front, notamment au sud du Liban, à sa frontière avec le Liban, donc au sud du Liban, au nord d'Israël. Et donc, ces deux conflits-là, ce conflit-là continue évidemment de susciter des tensions, aussi bien dans la région et en réalité, parce que d'un côté, on a un État d'Israël qui, au nom de son droit à se défendre, n'hésite pas à violer toutes les conventions internationales du droit de la guerre en bombardant massivement le sud Liban et la bande de Gaza, en dépit du fait que les plus grosses victimes, enfin l'essentiel des victimes de ces conflits-là sont des civils, principalement des femmes et des enfants. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres des Nations Unies repris par le ministère de la Santé du Hamas, qui estime qu'à peu près sur les plus de 43 000 morts que l'on a enregistrés depuis le début de ce conflit, plus de 70% sont composés de populations civiles et principalement de femmes et d'enfants. Donc ce conflit-là met à mal, si tu veux, la communauté internationale, parce qu'elle se sent très mal à l'aise avec l'attitude non seulement d'Israël, mais aussi des soutiens d'Israël qui apportent un soutien politique, diplomatique, militaire, sans faille jusqu'à présent à Benjamin Netanyahou. D'autant plus que les choses ne pourraient pas évoluer dans l'autre sens, dans le sens de l'accalmie, avec l'arrivée de Donald Trump, dont on sait la proximité avec le Premier ministre israélien extrêmement forte. Donc c'est tout ça qui laisse craindre une dégradation de la situation sur le plan régional, et il est peu probable que les choses puissent changer, puisque Joe Biden n'a jamais pu depuis au cours de la dernière année obtenir la moindre concession qui puisse permettre aux armes de cesser aux armes de continuer d'agir sur le terrain, puisque il faut savoir qu'en 1 an de conflit, il n'y a eu que 15 jours de cessez-le-feu. Israël estimant que d'un côté, pour la bande de Gaza, tant que le Hamas aura toujours les otages entre ses mains et tant qu'elle aura toujours des capacités de pouvoir attaquer Israël, l'État hébreu se considère comme dans son droit de devoir continuer sa guerre sur la bande de Gaza. La même chose pour ce qui concerne le Hezbollah, que Israël considère comme étant une organisation dont l'objectif principal est la destruction de l'État d'Israël. Donc ça, évidemment, et il considère que ces deux organisations sont évidemment des proxys de l'Iran, qui est l'ennemi juré d'Israël. Donc c'est dans ce contexte-là que cette question-là va être abordée, et c'est la raison pour laquelle le président Lula, qui veut véritablement faire quand même de ce sommet du G20-là un succès, a quand même décidé d'essayer de détourner l'attention sur les sujets qui fâchent et a essayé d'amener les principaux participants sur des sujets qui pourraient être consensuels. Pour lui, il y a 2 sujets principalement. Le premier sujet, c'est la lutte contre la pauvreté à travers le monde, par le biais de financement de projets, notamment dans les pays du Sud, pour leur permettre de faire face à cette réalité. Et particulièrement, le deuxième point aussi, c'est la lutte contre la faim. Et pour cela, il voudrait s'appuyer sur la base de l'expérience que lui, il a pu développer dans son propre pays, le Brésil, en proposant aux membres du G20 tout un ensemble de mécanismes qui pourraient, de manière globale, changer la donne de la lutte contre la pauvreté, la donne de la lutte contre la faim à travers le monde. Et il espère qu'en essayant de les détourner vers des projets de ce type-là, les participants à ce sommet du G20 pourraient parvenir à un communiqué final qui serait paraphé par l'ensemble des participants pour éviter le fiasco du dernier sommet du G20. Il ne faut pas l'oublier, le dernier sommet du G20
qui s'était déroulé en Indonésie, il n'y avait pas eu de signature d'un communiqué final, puisque les différentes parties ne s'étaient pas entendues sur les termes, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. D'un côté, les Occidentaux voulaient maintenir les condamnations contre la Russie et maintenir une espèce d'isolationnisme de celui-ci. D'un autre côté, les pays du Sud global estimaient que c'était une guerre euro-européenne et que donc ils refusaient de s'aligner sur évidemment la position occidentale. Donc c'est fort de ce constat-là que Ignacio Lula da Silva, le président brésilien, voudrait justement que ces sujets qui fâchent, à savoir la guerre au Proche-Orient et en Europe, et surtout la question du climat, soient mises en quelque sorte de côté et que plutôt les participants s'orientent vers des sujets moins clivants comme la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim pour parvenir à un accord et faire quand même de ce sommet-là une réussite diplomatique pour Lula qui lui permettrait, selon sa stratégie diplomatique qu'il déploie, se positionner comme étant le fer de lance du Sud global parce que lui, il estime que le Brésil a maintenant dans le contexte de tensions notamment entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie, l'Europe et la Russie et tout ça, il veut que lui, il devienne, si tu veux, le nouveau fer de lance d'un Sud global qui soit non aligné aussi bien sur l'Occident que d'autres et qui soit en capacité de pouvoir réunir les différents belligérants sur des questions qui puissent susciter l'adhésion d'une grande partie de l'humanité. Ça, c'est véritablement l'objectif affiché par le Brésil. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station FM qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La